Oui, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va faire un top. Perso, j'adore faire ça, je trouve ça hyper fun à faire. Un top 5 des pires héros, ou en tout cas des plus décevants, issus des films, et j'insiste là-dessus. Le but c'est de mentionner des héros qui parlent à tout le monde, parmi les plus importants donc. Évidemment, on va pas parler par exemple de Grishnak, je pense que tout le monde s'en fout de savoir si Grishnak a un bon profil ou pas dans le jeu, contrairement à un personnage comme Aragorn par exemple. Et pourquoi les films et pas les livres? Eh bien déjà parce que ça permet de filtrer un petit peu, parce que sinon il y a beaucoup de héros, mais surtout parce que évidemment les figurines empruntent les traits et les costumes des acteurs des films. Les personnages que j'ai choisis dans ce top sont des héros emblématiques des films qui, selon moi, ont soit un profil trop faible au regard de ce qu'ils sont censés représenter, soit un profil qui coûte trop cher pour être correctement jouable, soit tout simplement un profil décevant. Évidemment, c'est un top 100% personnel et 100% subjectif, et on va commencer par le numéro 5. Nous allons commencer avec un personnage fichtrement important, Gandalf. Plus précisément Gandalf le Blanc. Quand on pense au Seigneur des Anneaux, parmi les premiers personnages qui nous viennent tout de suite en tête, il y a forcément Gandalf. Et donc on s'attend à ce qu'il envoie du très lourd, surtout en Gandalf le Blanc. Même s'il se prend une petite gifle par le roi sorcier d'Angmar dans les films, et bien dans les livres, il est en réalité beaucoup plus puissant que lui. Et puis bon, il martyrise Saruman, il a vaincu un Balrog en 1v1, bref, vous connaissez, c'est Gandalf, il est surpuissant. En soi, son profil dans le jeu n'est pas mauvais, il y a pas mal de règles spéciales qui font écho aux films et aux livres, comme par exemple son épée elfique Glamdring, qui lui donne +1 en force, ou encore son anneau de pouvoir, l'anneau de feu Narya, qui lui permet de relancer tous ses jets de destin ratés. Bon, le premier souci de Gandalf, c'est qu'il coûte beaucoup trop cher. 220 points, et encore, c'est quasiment vital de le mettre à cheval, et pour ça, il faut payer 20 points de plus pour avoir Grippoil. Rien que ça, c'est dommage, puisque Grippoil rajoute un coût énorme à la figurine pour seulement avoir un cheval qui avance un peu plus vite. Grippoil n'a qu'un seul point de vie, aucun point de puissance, seulement 2 points de volonté qui ne servent pas à grand chose, et un seul point de destin. Pour ce prix-là, ça aurait été 10 fois mieux qu'il ait 0 point de destin, mais 2 points de vie pour assurer sa survie. Et puisqu'on parle cavalerie, la grosse déception, c'est que Gandalf n'a ni la règle cavalier expert, ni la règle seigneur des chevaux, ce qui est quand même un comble quand on sait qu'il est capable de traverser la moitié de la terre du milieu en un éclair comme un boss. Revenons sur Gandalf lui-même, c'est plutôt un bon guerrier, plutôt un très bon magicien, mais malheureusement, il n'est exemplaire ni dans la magie, ni dans le combat. Et c'est ça le problème de Gandalf le Blanc, son profil de guerrier n'est clairement pas assez bon pour justifier un coût de 240 points, surtout parce qu'il n'a que 2 attaques et une défense de 6, et son profil de magicien n'est pas parfait non plus. Il a accès à plein de sorts très intéressants avec une bonne portée, mais il reste en magie moins fiable que Saruman ou encore le roi sorcier par exemple, qui coûte pourtant beaucoup moins cher. En effet, Saruman et le roi sorcier ont une relance gratuite pour résister à un sort ou pour lancer un sort. Gandalf, qui est censé être plus puissant, n'a pas cette règle, ce qui fait que ça peut lui arriver de foirer ses sorts, ce qui est impardonnable pour une figurine à 240 points. Bref, on a donc un héros qu'on a envie d'envoyer au combat, mais si on le fait, on risque de ne plus pouvoir faire de magie par la suite, ou alors on le joue en retrait pour pouvoir être sûr de faire de la magie tous les tours, mais dans ce cas-là, on ne profite pas de ses capacités de guerrier. Au final, on paye cette figurine très cher pour ne profiter que de la moitié de son potentiel. On enchaîne avec le héros suivant qui n'est nul autre que Sauron, le seigneur des ténèbres. Alors, ça va aller plus vite que Gandalf parce que j'ai choisi cette figurine pour exactement les mêmes raisons. Sauron est trop cool dans le jeu, il fait peur, on n'a pas envie de l'affronter, et en plus de ça, il possède l'anneau unique qui le rend quasiment immortel. C'est sans doute le héros le plus difficile à tuer du jeu. Cependant, comme pour Gandalf, il coûte beaucoup trop cher, et là on parle de 400 points. Le fait qu'il coûte cher, c'est pas un problème en soi, au contraire, c'est un signe de puissance, c'est quand même le boss des boss. Non, le vrai souci, c'est qu'il coûte trop cher pour ce qu'il apporte. Pour 400 points, on a un héros très violent au combat et très violent à la magie, mais vous connaissez la chanson maintenant, c'est très compliqué de pouvoir faire les deux en même temps. On a vraiment envie de faire de la magie avec lui, surtout parce qu'il possède le meilleur sort offensif de tout le jeu, qui est donc Regard de glace, qui inflige tout simplement une blessure
instantanément et peut tuer quasi n'importe quel guerrier de base. Mais bon, si tu tues un guerrier par tour avec ça, il faut combien de tours pour rentabiliser 400 points? Et si tu veux le faire sur des héros ennemis, bah, il va te falloir au moins 2-3 tours, voire plus, pour en tuer seulement un. De surcroît, tout comme Gandalf, il n'est pas si fiable que ça en magie puisqu'il ne possède pas cette fameuse relance de Saruman et du roi sorcier, ce qui est quand même fou quand on parle quand même de Sauron en personne. Et en combat, il n'est même pas assuré de one-shot la plupart des héros du jeu car il n'a que 4 attaques et ça c'est quand même dommage. Pour ce prix là, je rappelle 400 points, il pourrait au moins avoir la charge monstrueuse, ce qui changerait tout, ça le rendrait 10 fois plus létal, ou alors à la limite le fait d'avoir un combat héroïque gratuit tous les tours comme le Balrog, ça permettrait d'avoir un peu plus de chances de le rentabiliser. Une autre idée qui pourrait être intéressante, ce serait de permettre à Sauron de quand même pouvoir lancer des sorts, même une fois qu'il a été engagé au combat, quitte à réduire, pour pas que ce soit trop cheaté, quitte à réduire la portée de ses sorts, afin de laisser quand même une chance à l'adversaire de manœuvrer ses figurines et notamment ses héros pour les mettre hors de portée. En tout cas, ça forcerait l'adversaire à faire attention à ses placements et ça permettrait à Sauron d'être rentabilisé un peu plus facilement. En tout cas, il mérite bien sa place dans ce top car il est presque impossible à jouer en dessous de 700 points et on ne le voit malheureusement presque jamais sur les tables de jeu. Le héros suivant n'est pas un héros mais une héroïne puisque j'ai choisi Arwen. J'avais hésité à la mettre dans ce classement car dans mon esprit c'est un personnage qui est très secondaire, surtout dans les livres où elle est quasi inexistante et ne nous est présentée que pour sa beauté. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, ce classement ne porte pas sur les livres mais bien sur les films et dans les films elle joue un rôle plutôt important. Elle sauve Frodon et défonce plusieurs Nazgûl, elle tient tête à son père et c'est grâce à elle que l'épée Narsil a été reforgée et donnée à Aragorn. On a donc une guerrière magicienne elfe plutôt badass qui, et ça j'y avais jamais trop prêté attention, a droit à son visage sur les affiches des 3 films. En voyant la place qu'elle prend dans les films, on ne peut qu'être déçu de son profil dans le jeu. Elle coûte 70 points si on la met à cheval, ce qui n'est pas donné, c'est le prix d'un bon gros héros qui tabasse bien normalement. Elle a un impressionnant combat 6, pourquoi pas, après tout c'est une elfe et c'est sans doute une bonne guerrière, mais tout ce qui suit derrière c'est catastrophique. Force 3, pourquoi Force 3? Pourquoi seulement Force 3 alors que quasiment tous les héros du jeu ont normalement au moins Force 4, voire plus? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Franchement, je ne sais pas du tout quelle est la logique derrière ce choix de la part de Games Workshop. Pour donner un ordre d'idée, la Force 3, c'est la force de tous les guerriers de base et même un gobelin, un guerrier gobelin de base à Force 3. Derrière, elle n'a que défense 3, c'est vraiment très faible. Alors ok, elle n'a aucune armure, mais pareil, normalement un héros sans armure, ça a au moins défense 4, donc pourquoi pas elle? Mystère. Et pour couronner le tout, elle n'a qu'une seule attaque, c'est extrêmement mauvais. Et elle ne se rattrape pas avec la suite, puisqu'elle n'a pas accès à la frappe héroïque, elle a un seul et unique point de puissance, elle a 4 points de volonté, ce qui est très peu pour lancer des sorts, et enfin elle a seulement un point de destin, ça n'a aucun sens. Normalement, les héros importants qui sont encore en vie à la fin des films devraient posséder plusieurs points de destin. En tout cas, c'est la logique que je pensais avoir compris. C'est pour ça que par exemple Boromir de la Communauté de l'Anneau a 0 point de destin puisqu'il meurt à la fin du premier film, tandis que Aragorn, lui, a évidemment 3 points de destin. Bon, concrètement, pas besoin de perdre du temps avec Arwen, elle repose sur un simple miracle, celui de faire un 6 à chaque fois avec un seul dé. Une fois lancée au combat, elle va se faire tuer par à peu près n'importe quel ennemi du jeu. Arwen peut se faire one-shot par 2-3 gobelins, voilà, en un seul combat. Et d'ailleurs, un combat Arwen contre 2, 3, 4 gobelins, je mise sur les gobelins plutôt que sur Arwen. Ok, elle peut lancer un sort, un seul, la colère de Brunnen, qui n'est pas le pire sort du jeu, mais qui est loin d'être incroyable, qui peut faire à la limite 1 ou 2 kills et renverser quelques adversaires. Elle va pouvoir le lancer une fois, peut-être 2 fois avec un peu de réussite et derrière elle ne fera plus rien de toute la partie. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de créer un profil sympa avec ce personnage. Je suis pas contre le fait qu'elle soit très fragile vu qu'elle ne porte pas d'armure et puis en plus ça force le joueur à faire attention, mais elle pourrait avoir au moins un peu plus de punch avec par exemple une deuxième attaque. Ou alors on pourrait avoir imaginé un rôle de soutien en lui donnant par exemple le sort Aura de Vaillance qui permet aux figurines alliées d'être sans peur.
On continue avec les personnages féminins puisqu'on va parler d'Éowyn. Pas besoin d'expliquer la grandeur de ce personnage, vous avez vu les films, elle défonce un Mumak à elle toute seule et terrasse le roi sorcier d'Angmar, non sans l'aide de Merry certes, mais ça reste un exploit malgré tout. Et bien là, on a un petit profil, seulement 40 points. Tout de suite, on tombe face au même problème qu'avec Arwen, une faiblesse non dissimulée, seulement défense 3 et seulement force 3. Je me pose encore une fois la question, pourquoi? Quelle est la logique derrière ça? En vérité, ce n'est pas parce que ce sont des femmes et qu'elles sont donc moins fortes que des hommes, puisqu'il y a des personnages dans le jeu qui sont des femmes, il y en a pas beaucoup certes, mais je pense par exemple à Rutabi, que j'adore évidemment en tant que joueur d'Orientaux, qui est donc le général des Orientaux, et qui est une femme, et pourtant elle a bien force 4. Pareil, Frida Longlance, qui est une femme du pays de Dain, eh bien elle aussi elle a bien force 4. C'est assez étrange que des personnages qui n'existent pas et qui ont été inventés pour le jeu ont bel et bien force 4, mais pas des personnages aussi importants que Arwen et Éowyn. Bref, heureusement on peut équiper Éowyn d'une armure et d'un bouclier pour qu'elle passe à défense 5, et on peut également lui donner un cheval. Mais d'un seul coup, la figurine, elle coûte 60 points, et pour ce prix-là, eh ben, elle est loin d'être incroyable. On peut noter tout de même qu'elle a combat 5, ce qui est plutôt cool pour un héros à ce prix-là, et qu'elle a accès à la frappe héroïque. Et grâce au bonus d'armée du Rohan, elle peut passer sa force de 3 à enfin force 4 lorsqu'elle charge à cheval. Elle a aussi une règle spéciale si jamais Théoden meurt, qui est plutôt fidèle au film et au livre, mais en réalité c'est surtout une règle très handicapante. Pas grand chose d'autre à dire sur Éowyn, elle est loin d'être aussi impressionnante que dans les films. Par contre, et ça c'est plutôt cool, il est possible de jouer Éowyn en Dernhelm. Dernhelm, en gros, c'est Éowyn qui se déguise en homme du Rohan, en guerrier du Rohan, et qui embarque Merry avec elle pour aller combattre sur les champs de Pelennor. La figurine, elle comprend à la fois Éowyn et Merry à cheval, et pour le coup, il s'agit d'un profil qui est vraiment cool et tout à fait jouable. Pour à peine plus cher, Merry il apporte sa puissance, une attaque supplémentaire, ainsi que la règle spéciale résistance à la magie, et tout ça, ça fait vraiment toute la différence. D'ailleurs, ça aurait été vraiment bien que la même chose soit possible pour Gandalf le Blanc avec Pipin en passager, d'autant plus que la figurine est vendue avec. Si Gandalf avait lui aussi un point de puissance et une attaque supplémentaire, ainsi que la résistance à la magie, clairement, il ne se retrouverait pas dans ce top. Il est temps de terminer ce classement avec le numéro 1, que j'ai volontairement placé juste après Éowyn puisqu'il s'agit de Faramir. C'est pour moi la plus grosse déception. Si je devais résumer son profil, je dirais qu'il est fade, mou, insipide. Il ne reçoit pas plus d'amour de Games Workshop que de la part de son propre père. Comme pour Éowyn, il a une règle spéciale amusante et en référence à une scène bien particulière du Retour du Roi. Encore une fois, c'est une règle qui est très anecdotique et presque plus handicapante que bénéfique. Faramir coûte trop cher pour vraiment pas grand chose, 80 points sachant qu'il faut l'équiper de tout un tas de trucs pour qu'il soit à peu près jouable. Et très vite, on se retrouve avec un héros qui coûte une centaine de points. Contrairement à son frère Boromir, il n'a pas 3 attaques, il n'a pas combat 6, il n'a pas 3 points de vie et il n'a même pas 3 points de destin. Ce qui selon moi est complètement stupide puisqu'il a quand même échappé à la mort avec notamment 3 flèches dans le torse et également au bûcher de Denethor. Donc pour moi, s'il y avait bien une figurine dans tout le jeu qui devait avoir au moins 3 points de destin, c'était Faramir. Il peut être équipé d'un arc, mais il ne brille pas non plus en tant qu'archer et n'a aucune règle spéciale liée au tir contrairement à d'autres héros. En somme, Faramir n'est quasiment jamais joué car dans l'armée du Gondor, il y a plusieurs autres héros qui sont bien meilleurs pour un coût à peu près équivalent, voire inférieur. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, c'est une des plus grosses doléances du jeu, car Faramir est un des personnages les plus appréciés des films, et personnellement, dans les livres, c'est mon personnage préféré. Malheureusement, il n'a pas vraiment d'intérêt dans le jeu, et je trouve dommage qu'il n'ait pas au moins une ou deux règles spéciales utiles pour compenser son faible profil. Par exemple, en tant que capitaine courageux du Gondor, et en vrai meneur de troupes, il pourrait donner, je sais pas moi, un bonus de +1 en bravoure par exemple, aux alliés du Gondor, ce qui, cumulé au bonus d'armée, permettrait d'avoir vraiment des guerriers super solides niveau bravoure. Ou pourquoi pas une règle liée à l'embuscade en Ithilienne contre les Haradrim. Faramir pourrait permettre aux rangers du Gondor à 6 pouces de relancer les jets pour toucher,
ou peut-être de relancer les 1 pour blesser. Enfin bref, c'est des suggestions, évidemment il faudrait équilibrer ça, mais en tout cas ça permettrait à Faramir d'avoir un profil un peu unique et surtout d'être jouable dans certaines listes. Et bien voilà pour ce top. Il y a 2 remarques que je voudrais faire avant de vous laisser. La première, c'est que il n'y a qu'un seul héros du mal dans ce classement. C'est tout simplement parce que globalement les héros du mal qui sont issus des films ont un profil qui est plutôt bon. Mais évidemment des héros du mal, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, dans les films, à part Sauron, le roi sorcier, à la limite il y a Gothmog et Shagrat, Lurtz. Voilà, il y en a très peu, donc en proportion c'est normal qu'il y ait beaucoup moins de héros ratés. Deuxième point, c'est que j'ai eu un petit peu de mal à faire ce classement. En vérité, tous les héros qui sont présents dans ce top 5 ne sont pas foncièrement mauvais ou ratés. On peut quand même réussir à les jouer et même faire de très belles choses avec pour peu qu'on soit un fin stratège. Ça peut être même une source de challenge. Et ça prouve une chose. Même si je vais évidemment enfoncer une porte ouverte, c'est que globalement le jeu est vraiment équilibré et on peut se permettre de jouer à peu près tout ce qu'on veut et ça c'est quand même cool. Je trouve que c'est une bonne manière de conclure cette vidéo. Peut-être que je ferai un deuxième épisode en opposition à celui-là, c'est-à-dire cette fois-ci un top 5 des héros les plus réussis issus des films du Seigneur des Anneaux, ça pourrait être une bonne idée. En tous les cas, il y a déjà d'autres vidéos qui sont en préparation. Il y en a 2 notamment qui ont déjà été tournées et j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Alors si vous voulez me soutenir, vous connaissez, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, la liker ou même faire un tour sur le Tipeee. De votre côté, vous pouvez me partager votre top 5 des héros les plus ratés. Je serais curieux de voir ça. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Allez, salut!